Suite et fin du sommet Russie-Afrique, qui a le plus besoin de l'autre? C'est notre grand angle. La photo de famille est plus clairsemée qu'en 2019, mais quand même, Vladimir Poutine a réuni autour de lui 17 chefs d'État africains pour son sommet Russie-Afrique, qui s'achève donc ce vendredi à Saint-Pétersbourg. En 2019, à Sotchi, ils étaient 45, mais depuis, il y a eu la guerre en Ukraine. Voilà qui a quelque peu rebattu les cartes. Alors que retenir de ce sommet, le deuxième du genre? On en parle avec le journaliste et chercheur associé à l'IRIS, Francis Laloupeau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et bien sûr, nous sommes en direct avec Julien Colling, notre correspondant en Russie. Alors 17 chefs d'État, finalement, c'est un peu décevant ou pas, Julien Colling ? Oui, sans doute que les autorités russes étaient un peu déçues du score, entre guillemets, donc, de ce second sommet Russie-Afrique. Bien sûr, en comparaison, vous le disiez, avec l'édition numéro 1 à Sotchi il y a 3 ans, qui était un véritable succès de manière indéniable, puisque quasiment tous les chefs d'État africains s'étaient rendus donc, à Sotchi. Cette année, c'est beaucoup moins, 17 effectivement. Alors, on a trouvé, bien sûr, les alliés les plus proches, on peut dire les partenaires les plus proches de Moscou étaient bien présents, notamment l'Afrique du Sud, l'Égypte ou encore la Centrafrique. Mais dans l'ensemble, c'est une sorte de sommet un petit peu quand même au rabais ou entre guillemets en demi-teinte donc qui a vu se dérouler Saint-Pétersbourg. À noter que Vladimir Poutine est actuellement même en ce moment, au moment où on se parle, en train d'apparaître pour son propos, on va dire final et de clôture de ce sommet, avec donc un document qui va être signé dans les prochaines minutes par donc l'ensemble des acteurs, un document au final donc de sommet qui va être signé bientôt. Voilà, bientôt, et bien sûr, vous nous tenez au courant, effectivement, sur la teneur de ce discours. On a vu la photo de famille. Alors, sur la photo de famille, il y a certains qui ont préféré ne pas être présents, à savoir les présidents de Guinée-Bissau, du Congo, du Sénégal, des Comores. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ne voulaient pas être avec les putschistes. Hein. Ça ne vous surprend pas, Francis Laloupeau? Oui, c'est dans la logique, en fait, des principes de l'Union africaine, puisque les pays où on a pu observer il y a eu des putschs depuis 2020 sont sous sanction de l'Union africaine, donc exclus ou suspendus, en tout cas, des instances de l'Union africaine. Ça aurait été un peu curieux de voir Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, posé en photo avec des dirigeants qui sont en principe exclus des instances de l'Union africaine. Donc il y a une logique, je dirais, protocolaire en quelque sorte, que le président de l'Union africaine ne soit pas sur la même photo que les dirigeants putschistes, mais on peut effectivement s'interroger sur les motivations d'autres chefs d'État qui ont aussi considéré d'une certaine façon qu'il était plus juste de se solidariser avec l'Union africaine, avec ces principes de l'Union africaine, et ne pas poser auprès de dirigeants qui, pour l'instant, sont suspendus de ces instances. Effectivement. Il y a aussi des grands absents. On a un peu l'impression aussi qu'avec ce sommet, c'est qui est pour ou qui est contre. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, chacun doit prendre position. Je pense au président ivoirien, qui lui assume clairement son soutien à la France, aux Occidentaux. Félix Tshisekedi, le président congolais, lui, c'est parce qu'il y a les Jeux de la francophonie ou c'est parce que c'est effectivement un prétexte tout trouvé? En tout cas, il a trouvé, je dirais, une raison diplomatique tout à fait défendable de ne pas se rendre à Saint-Pétersbourg, puisqu'il y a les Jeux de la francophonie. C'est intéressant de mettre d'ailleurs les Jeux de la francophonie en miroir aujourd'hui avec ce qui se passe à Saint-Pétersbourg. Mais ce qu'il faut surtout souligner, c'est que je crois qu'on aurait tort de penser que l'Afrique pouvait comme ça se déplacer en bloc face aux partenaires russes. D'abord, ceux qui sont présents, d'abord, ne sont pas, je dirais, du même bloc politique. Il y a une diversité de sentiments et de sensibilités. Quand on écoute les discours des uns et des autres, par exemple, le discours du chef de l'État sénégalais Macky Sall est très différent, par exemple, du discours du président Traoré, le président putschiste Traoré de Burkina Faso, ou encore d'Assimi Goïta du Mali. Ce ne sont pas du tout les mêmes sensibilités politiques, ce sont des orientations tout à fait différentes. Et d'ailleurs, Macky Sall a tenu, à préciser, les termes, en fait, de sa présence là-bas. C'est d'abord, avant tout, pour poser un acte diplomatique comme un autre. Voilà, un acte diplomatique, et il y a aussi, effectivement, aussi un volet économique, on va y revenir avec vous. L'Ukraine, il en a été question, et notamment avec cette déclaration de Vladimir Poutine, on écoute. Cela en dit beaucoup, car avant, toutes les missions intermédiaires étaient monopolisées exclusivement par les pays à démocratie dite développée. Maintenant, non. Maintenant, l'Afrique est également prête à aider à résoudre des problèmes qui semblent être en dehors de la zone de ses intérêts premiers. Nous considérons avec respect vos initiatives et les étudions attentivement. Donc voilà les initiatives de paix proposées par les pays africains. Il la joue finement, là, Vladimir Poutine ?
Oui, écoutez, quand il dit qu'il va considérer les initiatives de paix des pays africains, je pense que c'est déclaratif. Parce que, bon, je veux dire, Vladimir Poutine a eu plusieurs occasions, je dirais, pour engager des pourparlers de paix avec l'Ukraine. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Je crois que c'est un déclaratif simplement diplomatique. Oui, il y a déclaratif, mais on a l'impression aussi que chacun joue en fait son rôle. C'est-à-dire que Vladimir Poutine prend en considération les pays africains. Les pays africains aussi, ils veulent peser plus dans la marche du monde. Et ils sont là pour dire oui, absolument. On existe, on a un avis. Absolument. La plupart des pays, la plupart des dirigeants et des responsables africains qui se sont déplacés à Saint-Pétersbourg ont posé, comme je disais, un acte diplomatique. Je veux dire, c'est d'abord pour la photo, parce que je veux dire, il y a plusieurs sommets, que ce soit des sommets Afrique-États-Unis, Afrique-France ou encore Afrique-Japon. Pourquoi pas Afrique-Russie, je veux dire. Et je pense que c'est l'état d'esprit général. Pour la Russie, en fait, l'Afrique est devenue très clairement le support pour une démonstration de force diplomatique sur la scène internationale. Démonstration massive. Et cette photo compte pour Vladimir Poutine. La question est de savoir, vous le disiez très bien au début de l'émission, à qui profite finalement, je veux dire, ce genre de sommet, qui profite de qui finalement. Je pense que chacun y trouve son compte. Il y a certains dirigeants qui sont aujourd'hui fortement alliés à la Russie, qui en sont presque dépendants diplomatiquement et qui tirent profit évidemment de cette photo du sommet de Saint-Pétersbourg. Et puis d'autres, effectivement, qui y sont pour des raisons simplement, je dirais, de protocole international, comme le Comorien pour l'Union africaine ou encore Macky Sall du Sénégal. Et on va partir donc à Moscou. Julian Colling, effectivement, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc depuis Saint-Pétersbourg. Je crois qu'on n'est pas encore le son de Julian. On va retrouver Julian dans quelques instants donc à Saint-Pétersbourg, évidemment, parce que j'aurais voulu vraiment effectivement revenir sur ces nombreux contrats qui sont signés, en tout cas annoncés, parce que je lisais, oui, parce que en 2019, 12 milliards et demi de dollars d'accords étaient annoncés, puis en fait ils n'ont pas été concrétisés. On appelle ça des contrats d'apparat. Vous avez raison de remonter à 2019 à Sochi, parce que c'était le premier sommet qui posait, je dirais, le fondement, en quelque sorte, qui portait sur les fonds baptismaux, ce que à l'époque Medvedev appelait une nouvelle ère de relations Afrique-Russie. Et au-delà, je dirais, des contrats de coopération sécuritaire qui ont été, je veux dire, signés à l'époque, une vingtaine de pays avaient signé en 2020 des accords de coopération militaire avec la Russie. La Russie avait également indiqué qu'il fallait dépasser, je dirais, le cadre sécuritaire et engager une coopération sur les terrains de l'économie, de la santé, des infrastructures, etc. Eh bien, 4 ans plus tard, qu'est-ce qu'on constate finalement? Je dirais que tous ces aspects, je dirais, économiques, santé, éducation et autres infrastructures, etc., n'ont pas, je veux dire, n'ont pas vu le jour. On a surtout eu un triptyque. L'armement. Ensuite, l'exploitation des ressources minières, d'ailleurs informelle d'ailleurs, par un groupe quand même de mercenaires. Wagner. Et puis troisièmement, la guerre informationnelle. Ce sont aujourd'hui les 3 marqueurs en fait de la coopération de la Russie avec les pays africains. Il n'y a pas de rancœur des pays africains. Je pense notamment à la République démocratique du Congo. On devait refaire un de leurs chemins de fer. Ça n'a pas été fait. Il n'y a pas un peu de rancœur. Et même l'accord sur les céréales ukrainiennes, il est suspendu à cause de Moscou. Et pourtant, il n'y a pas de rancœur de la part des pays africains. Écoutez, je pense que des pays comme la RDC, par exemple, n'attendent pas forcément de la Russie, je dirais, une coopération essentielle. Quand vous parlez des céréales, par exemple, le discours de Vladimir Poutine est tout à fait édifiant quand il dit, finalement, qu'il a accordé sa générosité, en quelque sorte, à 6 pays qui sont les pays alliés et amis, qui bénéficieraient de quelques milliers de tonnes de céréales prochainement. C'est intéressant pour les autres pays. Alors, et les autres, alors, des pays comme le Bénin, comme le Sénégal, qui souffrent d'ailleurs de cette crise des céréales, ne sont pas, je veux dire, compris, je dirais, dans la générosité du maître du Kremlin. C'est comme s'il fallait faire allégeance massivement, d'abord, avant de profiter, évidemment, de cette générosité. C'est assez embêtant. Et de ce point de vue, Assoumani Azali, le président comorien, a eu un discours intéressant en désignant la guerre en Ukraine comme étant la source de la crise. Et évidemment, je crois que le plus simple, c'est pour mettre fin à la crise de céréales, il faut que la guerre cesse. Julian Colling, qu'on retrouve donc en direct de Saint-Pétersbourg, où s'achève dans les minutes qui viennent, donc ce sommet Russie-Afrique. Je disais que c'était un partenariat gagnant-gagnant. C'est ce que vous ont dit les personnes que vous avez rencontrées? Alors, il faut préciser que moi, j'ai pas eu accès, en fait, malheureusement, à ce forum, pour une raison assez simple, c'est que tous les pays, on va dire, tous les journalistes des pays non amicaux de la Russie, comme on dit, notamment les pays européens, bien sûr, les occidentaux, ont été refusés, en fait. J'ai pas eu accès à ce forum.
Je suis absolument confuse. C'est très compliqué. On vous entend vraiment peu. Donc, on va vraiment tout faire pour vous avoir avant de terminer ce grand angle, hein, puisqu'on a la chance d'être en direct de Saint-Pétersbourg. Pour en venir avec ce partenariat, en tout cas économique pour les Russes, hein, vous l'avez dit. Bon, de toute façon, il y a les armes, il y a les céréales. Mais par rapport à la Chine, avec ses 254 milliards d'échanges en 2021, est-ce que la Russie est un partenaire mineur, comme le dit l'IFRI? Est-ce que la Russie, en revanche, veut devenir un partenaire majeur? Écoutez, on dit souvent, je pense que c'est une banalité de le dire aujourd'hui, la Russie est un partenaire stratégique intéressant en matière d'armement. Oui, 40%. 40% quand même du marché. C'est le premier exportateur. Effectivement, enfin voilà, la Chine vient juste avant ou juste après selon les années. Hein. Voilà. Et d'un point de vue économique, en fait, le seul produit d'exportation de la Russie qui pèse, je dirais, dans la coopération avec le continent, c'est le pétrole russe. Et cela qui s'est construit essentiellement à l'Afrique du Nord, avec les partenaires tels que l'Algérie, l'Égypte, etc. Bon, au-delà de cela, effectivement, la coopération avec les autres pays, tous les pays en tout cas où la coopération est réellement active. Parce qu'il n'y en a pas non plus 50 000 de pays qui sont en coopération active avec la Russie. Cette coopération porte essentiellement, on l'a bien vu, sur les questions sécuritaires, via d'ailleurs le groupe Wagner. Et vous avez noté qu'Evgeny Prigojine était présent à Saint-Pétersbourg. On a vu une photo qui circule. Il y a cette photo qui circule, qui a été, paraît-il, authentifiée, puisque c'est une photo qui est massivement relayée par les réseaux de trolls. Et par des médias français comme LCI. Et surtout les trolls de Wagner, donc qui permettent d'authentifier justement, d'attester effectivement de l'origine de cette photo. Et Prigojine d'ailleurs qui a déclaré cet après-midi qu'il soutenait le coup d'État au Niger et que ce coup d'État permettait aux Nigériens de se libérer de la colonisation. Une fois de plus, voilà, on se rend compte finalement que Wagner, ou en tout cas Wagner, qui est un peu le prolongement quand même du Kremlin, un peu à cheval de Troie, finalement. Voilà, cheval de Troie qui apparemment se réjouit de l'instabilité et du chaos qu'annonce un coup d'État au Niger. Il n'y a pas de petit profit, en quelque sorte, pour Wagner. Évidemment, tout cela est enrobé, je dirais, d'un baratin anticolonialiste qui ne trompe plus personne. Oui, mais pourtant, on a vu aussi dans les manifestations, notamment au Niger, des pancartes anti-français. La Russie compte effectivement s'imposer. C'est une brèche pour la Russie de prendre encore plus d'importance dans des pays comme le Niger. Ça fait quelques années qu'on dit qu'on a sous-estimé, en fait, je dirais, l'offensive massive de la guerre informationnelle. Et en cette matière, Wagner est devenu, je dirais, à une expertise qui est aujourd'hui absolument éprouvée. Et cette guerre informationnelle était également à l'œuvre au Niger depuis plusieurs mois déjà, avant ce coup d'État, puisqu'il y a eu plusieurs campagnes qui annonçaient des coups d'État, qui étaient des coups d'État complètement... qui n'en étaient pas, en tout cas au Niger, quoi. Donc je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait, un travail de terrain qui a été fait par les groupes de guerre informationnelle de Wagner sur le Niger, comme cela est fait d'ailleurs au Burkina Faso, ou au Mali, ou encore ailleurs, en Afrique de l'Ouest en tout cas. Aujourd'hui, cette guerre informationnelle de Wagner... Mais jusqu'où ça peut aller? Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas présents dans tous les pays en Afrique. On voit bien que le poids économique n'est pas le même, que ce soit la Chine ou la Russie. Mais vous pensez que cette influence, ça peut aller croissant? Parce qu'il y a eu quand même des scandales sur, je pense à la République centrafricaine. Donc en fait, l'enjeu, c'est comment parvenir à résoudre la question de la fragilité des États. Je pense que c'est le défi aujourd'hui qui est lancé à des organisations régionales comme la CEDEAO. Quand on voit, par exemple, qu'au Niger, ce qu'on a appelé un mouvement d'humeur d'une garde présidentielle peut amener à la destitution d'un chef d'État et à un coup d'État, c'est-à-dire la remise en cause de l'institution d'un pays, on se dit, voilà, il y a une grande fragilité. Donc, aujourd'hui, un groupe comme Wagner, effectivement, tire profit fortement de la fragilité de certains États et encourage d'ailleurs la montée de certains systèmes autoritaires. C'est le cas en Centrafrique, c'est le cas au Mali, c'est le cas également au Burkina Faso, et c'est peut-être aussi demain le cas au Niger. Et d'ailleurs, vous avez entendu tout à l'heure dans le discours qu'on a entendu de Vladimir Poutine, qui fustigeait le pays soi-disant démocratique, etc. Il faut bien se dire qu'on a quand même en arrière-plan des tensions de nature idéologique
Et quand on dit aujourd'hui qu'il y a effectivement, je dirais, une confrontation de systèmes systémiques, d'un côté des choix démocratiques et de l'autre côté des choix autoritaires, c'est une réalité. Mais le dialogue est rompu ou pas? On entendait tout à l'heure Bakary Sambé dire qu'il fallait modifier ce partenariat entre les Occidentaux et certains pays africains, notamment le Niger, et notamment les pays du Sahel. Est-ce que le dialogue est rompu ou vous pensez qu'il y a encore un espoir? Le dialogue n'est pas rompu. Il y a une confrontation diplomatique, politique sur le terrain. Et il faut trouver, je pense que chaque partie essaie de trouver les outils nécessaires pour pouvoir revenir, je dirais, à une situation plus ordinaire, plus apaisée en quelque sorte. Mais je crois qu'il faut surtout interroger, en fait, les dirigeants africains. Il faut interroger les dirigeants africains. Comment les Africains eux-mêmes définissent en fait leurs intérêts face à des partenaires, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit la Russie ou la Chine. Et surtout, comment peuvent-ils inventer leur propre système de vie sans pour autant, je veux dire, recourir à ce qui peut ressembler de temps en temps à une forme de tutelle, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Eh bien, nous suivrons ça avec attention. Merci beaucoup, Francis Aloupo, d'être venu dans 64 minutes. Et merci à Julien Colling. Malheureusement, la liaison n'a pas pu être maintenue depuis Saint-Pétersbourg, où s'achève donc ce sommet Afrique-Russie, Russie-Afrique.